Please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joker. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Score Plus, votre émission football sur Radio Rec. Ce soir, j'aurai le plaisir, l'honneur d'avoir en ma compagnie Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut Robin, salut tout le monde. Et Walid. Bonsoir Walid. Salut à tous, salut à toutes dans une tenue qui change pour une fois. Voilà, c'est l'heure des nouveautés. Un petit côté Balotelli qui sort de la douche, j'aime beaucoup. Voilà, alors Balotelli Tant que c'est pas vraiment... DSK. Voilà. C'est pas... Balotelli qui ne Je jouera... sais pas ce qui peut se passer dans cette émission. Balotelli qui ne jouera pas durant le fil rouge de cette soirée puisqu'on a Manchester United, Manchester City qui se déroule en ce moment même. On vous donnera toutes les dernières infos sur le match, on commentera les buts avec vous. Mais on commentera surtout le programme de cette semaine d'un week-end qui a été chargé. On commencera par la Ligue 1 comme d'habitude. On verra un Marseille solide et un Paris tout en formalité avant la rencontre de Ligue des Champions. Saint-Etienne, Nice et Lille qui a fait un carton contre Lorient 5-0, donc des poursuivants tenaces, on essaiera de voir un petit peu pourquoi. Rien ne va plus chez les Gones et on verra que à Lyon c'est pas la fête et que ça fait quelques matchs que c'est pas la fête, on détaillera un petit peu tout ça. Et enfin on s'attardera un peu plus sur le classement à la 31e journée. Un petit tour d'Europe en commençant avec l'Espagne, Barcelone et Madrid qui sont tranquilles avant la Champions, comme ils disent si bien nos amis espagnols. T'as raison. Ouais. L'Angleterre, donc le fil rouge, mais aussi la lutte pour des places européennes, ça s'est joué ce week-end. En Allemagne, une petite rétrospective Bayern 2012-2013. Vous n'êtes pas sans savoir, très chers spectateurs, très chers auditeurs, que le Bayern est le champion pour la 23e fois de la Bundesliga, après seulement 29 journées, ouais. Il me semble. Eh bien, on reviendra un petit peu sur les clés du Bayern et ça nous fera une transition toute faite sur un petit bonus. À quoi s'attendre pour les quarts retour de Ligue des Champions. 28 journées, excuse-moi, c'est vrai qu'ils ont un peu de retard sur nos amis, sur nous Français. C'est un championnat 18 quand même, faut modérer le truc. C'est vrai. En tout cas, voilà, un petit bonus et on finira tranquillou. Bah écoutez messieurs, ça va? Bonne semaine, bon week-end de foot? Bah écoutez, oui. Typiquement en Ligue 1, j'ai trouvé que c'était un bon week-end de football, à l'exception d'un ou deux matchs où c'était mauvais. Et je pense qu'on va commencer. Je crois que la palme du match le tout pourri est décernée à Sochaux-Ajaccio, qui nous a gratifié d'un joli 0-0 avec deux frappes dans le match. Il y a celui-là et celui de vendredi soir qui était particulièrement mauvais, mais dans le reste... Il n'était pas mauvais. Moi, je trouve que Marseille était un peu plus confiant que l'image du Marseille. Le Marseille 1-0 qu'on a eu vendredi soir était On commence là-dessus? Ouais, on commence là-dessus. Alors, allez-y. On va commencer par les deux premiers du classement. Attends, pendant que Danny Welbeck va tout droit. Ah non, il s'est fait. Ça va être le fil rouge. Ça va être le fil rouge, ou le fil bleu ciel. Je veux pas me faire d'ennemis. Welbeck va tout droit, c'est pas un pléonasme ça. Non, c'est vrai que lui quand il configure sa manette, sa manette. Je sais pas d'ailleurs si t'as vu ce truc avec sur internet avec les manettes de joueurs, genre t'as PP, c'est carré partout, tu vois. Ou t'avais genre Walcott, c'était juste les touches directionnelles. T'as pas passe ou tir. Bon, en tout cas, voilà, il joue pas au joystick, il joue aux touches directionnelles. En tout cas, c'est pas le sujet. Donc la Ligue 1 qui commence avec dans tous les sens du terme. Nous, on commence avec ça et ça a commencé cette 31e journée. Vendredi soir, Marseille-Bordeaux, une affiche au nom pas dégueulasse, mais on sait bien que la teneur de ce match n'est pas folichonne, notamment avec deux circonstances qui font que Marseille ni Bordeaux ne sont pas, surtout Bordeaux, sont pas les équipes offensives. Ils vont pas t'aider à donner du spectacle. Et sont plus des tenants un peu des solidités défensives. Et le truc, c'est que Marseille à ce petit jeu-là est meilleur que Bordeaux. Et Bordeaux surtout a fait 2-3 erreurs défensives, notamment sur le but, savoir Sané qui fait
fait. Sané qui a fait, mais c'est honteux quoi, sa glissade. Il m'a fait penser à Zoumana Camara, vous savez, là, c'est les fameuses glissades de Zoumana Camara. Ouais. Bah là, il nous a fait un remake version Sané. Après, dire que le match était ennuyant, bien entendu que c'est pas le genre de match que j'ai envie de conseiller à quelqu'un qui a jamais vu un match. Combien d'actions tu comptes sur cette rencontre, toi? C'est pas tellement les actions, mais ce qui était intéressant, c'était un petit peu les avancées tactiques, etc. Moi, j'ai bien aimé la lutte. J'ai bien aimé la lutte dans le milieu de terrain, même si évidemment on pouvait pas compter sur les attaquants. Non, mais si vraiment la lutte au milieu de Raphaël qui me signale que je fais le hipster, c'est relativement faux. Non, mais on pouvait regarder un petit peu la lutte d'influence et voir à quel niveau se présentait Bordeaux et Marseille. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra dans l'autre sens. Hein. Bon, j'ai compris pourquoi il se place là en fait. Vas-y, tu sais quoi, je vais regarder mon match. Allez, faites l'émission. C'est vrai qu'il a les yeux là-dessus. Bon, mais il y avait deux. Il y avait deux. Du milieu de terrain, je pense que ça montrait un petit peu que Marseille finalement n'était pas là pour rien. Et je pense que le retour de Chérou un peu à un bon état de forme change aussi pas mal de choses à l'équipe de Marseille. À la place de notre ami Barton. C'est vrai qu'il a eu une grosse période de trou là cette saison. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on le voyait plus vraiment. On savait pas s'il était encore dans les plans ou pas d'Eli Boep. Et là on voit qu'il revient en forme et ça coïncide avec la bonne passe de l'OM. On sait que Chérou, il y a quand même une période où quand c'était le grand Chérou, il avait porté l'équipe à bout de bras. On se souvient de quelques buts avec des champions. Mais même il était très bon. Ça fait quand même pas mal d'années, on a du recul quand même sur Chérou à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur important, on le sait. Moi là, dans mes souvenirs, j'ai toujours eu Chérou, tu vois, avec des périodes de creux. Et là pour le coup, il a été solide, il a fait un bon match. Kadir, à la place, disons, de Valbuena qui était blessé, rappelons-le. D'ailleurs, je ne sais plus la période d'indisponibilité, ce serait intéressant de l'avoir de Valbuena. Mais Kadir a fait un match, j'ai trouvé sérieux, appliqué. Chérou, comme tu le disais, à l'origine, lui, de la belle transversale qui amène Gignac sur l'action du but. En dehors de ça, Bordeaux a eu la main mise sur le ballon. Oui, bien sûr. Le dire. Oui, c'est vrai que Marseille a complètement accepté. Je sais pas si ça dérange beaucoup Marseille. Non, justement, c'était volontaire. Ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que c'était totalement volontaire de Marseille, surtout à partir de l'heure de jeu. Ils ont complètement laissé aspirer Bordeaux, et parce qu'ils savent très bien, voilà. Maintenant, une fois que tu as une image qui te colle à la peau, et Bordeaux à l'image, si tu veux, de l'équipe qui a d'énormes difficultés à marquer, bah là, voilà, t'es foutu. Si t'arrives pas à mettre un peu plus de danger sur la surface marseillaise, bah voilà ce qui s'est passé. Donc forcément, une fois que Marseille a ouvert le score, ils ont fait le plus dur. Ouais. Pour ce qui est de l'absence de Valbuena, là, je l'ai sous les yeux. Donc c'est une blessure, c'est une contracture aux adducteurs. Bon, donc apparemment, Bob ne sait pas s'il sera de retour pour Lille ou pas la semaine prochaine. Ouais. Il y a encore un petit doute. En tout cas, l'important c'est que Marseille conforte sa seconde place. Mais tu sais que je suis quand même agréablement surpris par cette équipe parce que moi je m'attendais quand même pas à les voir enchaîner des résultats, même si la performance en soi n'est pas honorable. C'est ça que je voulais dire. Et un 1-0 tout pourri, faut quand même le faire. Il faut quand même aller le chercher. Le 11e ou 12e 1-0 pour moi. Ce qu'il y a, c'est que exceptionnel. En ayant, tu vois, quand tu vois le match, tu te dis que Marseille n'a pas, c'est pas le même 1-0 qui aurait pu y avoir il y a quelques mois. À savoir, c'est pas un 1-0 un peu chanceux. On sent que ils savent qu'ils vont le gagner 1-0 celui-là, je pense, contre Bordeaux. Alors évidemment, l'équipe de Bordeaux en face aide, mais de toute façon, quand tu connais les deux équipes, il faut pas s'attendre à voir un 4-3 ou un match. Oui, bien sûr. Ouais, voilà, c'est bon. Il y a 1-0 pour Marseille, mais est-ce que tu peux dire quelque part, si ça se termine par 0-0, est-ce que tu vois le scandale, toi, ou est-ce que tu vois un résultat pas logique, etc. Il y a 1-0 parce que je pense que Marseille est quand même a une qualité dans ce championnat qui est un championnat très bizarre et qui est vraiment que moi j'ai un peu de mal à comprendre. Ils ont quand même une qualité qui est la qualité numéro 1 dans le football et encore plus en France, c'est le réalisme. Réalisme défensif, réalisme offensif. C'est-à-dire réalisme derrière, quand tu souffres, bah, tu prends pas trop de buts, ou si t'en prends, bah, tu te prends une cagade, genre un 4-1 ou un 4-2, bon tu perds les points, mais la fois d'avant tu te remets bien. Ouais.
Et réalisme offensif, c'est-à-dire, voilà, dans un match fermé, là on l'a vu, tu profites des bêtises des autres parce que tu sais qu'en Ligue 1, voilà, il y a toujours des bêtises. Je sais que Walid, t'aimes bien utiliser la petite boule magique de Madame Irma, mais là on en sait rien. Je veux dire, si Gignac marque pas à la 40e, là, on sait pas, ça se trouve en deuxième mi-temps, Marseille pousse et le réalisme, il faut les joueurs pour de toute manière. Là, je pense qu'ils ont ouvert le score et qu'à partir de là, ils se sont dit on coffre, on gère le match, et on finit 1-0. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pas contre Bordeaux que tu te dis, ils vont me faire peur offensivement. Oui, voilà, ils ont joué comme ça. Moi, je le dis, c'est volontaire. J'étais convaincu que le fait de laisser la balle à Bordeaux était totalement volontaire parce qu'ils savaient qu'ils n'en feraient rien du tout. Et ils en ont rien fait du tout. Ils ont tiré, je crois, je vais vous ressortir les stats précises, 18 fois. Ouais. 10 fois. Et au final, ils en ont cadré une. C'est quand même une stat. Enfin, qui fait mal, quoi. C'est-à-dire, tu as 10% de frappe cadrée. Et la frappe cadrée, elle était inoffensive pour Mandanda, qui a fait par ailleurs un bon match. Il faut le souligner. Mandanda revient bien. Après, c'est des bois. Ouais. Voilà. En tout cas, le second conforte sa place. C'est aussi le cas du premier, le PSG, qui a gagné 2-0. Victoire aisée, on va dire, pour les Parisiens. Un but de Jérémy Ménez, ça peut le mettre en confiance pour un petit événement qui se passe la semaine prochaine. Je ne pense pas qu'il soit titulaire contre le Moi non plus, Barcelone. Mais ça peut lui faire du bien parce qu'il avait un peu disparu de la circulation, Jérémy Ménez. On ne savait plus trop s'il était dans les plans ou pas. Ça fait du temps de jeu, je pense que mine de rien, il faut quand même entretenir des joueurs de sa qualité. On a vu qu'il avait il gardait quand même une certaine aigreur ou une certaine rancœur, parce que dès qu'il a marqué, il est allé voir... Non mais en même temps, il fait ça me fait marrer, parce que quand il marque, il réagit toujours de la même façon. Il tire toujours la gueule. Jérémy Ménez a toujours été Jérémy Ménez. Alors que la Lazio mène 1-0 sur la pelouse, sur sa pelouse, mais mène 1-0 face à l'AS Roma. Il faudrait qu'on m'explique d'ailleurs cette histoire de mettre des derbys le lundi, mais bon, voilà. Pour revenir à ce Rennes PSG qui était je t'expliquerai après pourquoi on met les derbys le lundi. Pour peut-être l'étranger, je suppose. Pour laisser Lille gagner 5-0 aux yeux du monde contre Lorient. D'accord. Voilà. C'est vrai, pas faire de l'ombre. Exactement. La performance lilloise. Très bien. On y reviendra. En tout cas, alors Paris sur ce match-là, contre Rennes qui est de toute façon pas en forme. C'est une victoire. Voilà, je pense que Rennes est totalement en roue libre. Qu'ils ont un match dans leur tête, c'est la finale de la Coupe de la Ligue, et le reste ils s'en foutent complètement. Donc là, pour Paris, Paris est nettement supérieur à Rennes. Il y avait pas de souci. L'équipe était remaniée dans les largeurs puisqu'on retrouvait en défense Van der Wiel qui a fait un bon match. Il a fait vraiment un match intéressant offensivement. C'est pas mal du tout. Et une charnière très critiquable à mon sens, c'est Sakho Camara qui a eu de difficultés. J'espère quand même que Sakho en particulier comprendra un peu mieux et évitera de sortir un peu faire des sorties dans la presse et dire mais pourquoi moi je suis pas titulaire, pourquoi ceci, pourquoi cela, nanana. Quand il voit un peu ses prestations, il est logique que la charnière ce soit Alex Thiago Silva. Ouais, parce que j'ai quand même vu Paris en difficulté dans ce match. Il y a eu des moments Rennes n'a pas été non plus très très dangereux. Ils ont eu 2 trucs. Paris savait. Tu sentais que dès que Paris voulait accélérer, ça allait faire mal. Ils ont attendu une mi-temps pour se mettre bien dedans. Et une fois que l'ouverture du score était faite, il n'y avait plus de soucis. Zoumana Camara, est moins bien que ses dernières titularisations en coupe. Il était par ailleurs capitaine. Ce qui est à noter. Mais moi, ce qui me plaît plutôt sur Zoumana Camara, je ne vais pas revenir sur les qualités du joueur, je crois que j'en ai assez parlé, vous connaissez mon opinion là-dessus. C'est ses déclarations d'après-match où, vraiment, pour le coup, il a un état d'esprit que moi j'apprécie bien. C'est-à-dire, on sait qu'on est numéro 2 dans la tête d'Ancelotti, mais on reste concerné pour le titre. On a l'objectif d'aller jusqu'au bout de notre contrat. C'est pas du tout pareil que Sakho, il a pas le même âge, il a pas le même vécu. Il est pas du tout au même point dans sa carrière. Je veux dire que Camara soit un second couteau, à la limite... c'est pas mais je veux dire, en même temps, tu regardes tes prestations sur le terrain. C'est ça que je voulais dire. Sakho, tu regardes le match qu'il fait, il n'a rien à réclamer. Il a été en difficulté. Il a fait une relance sur une action rennaise au début de match qui aurait pu coûter très bien un but si Rennes devant n'avait pas Diarra. Donc voilà, ça a été compliqué quand même pour Sakho. Et en même temps, tu as la sérénité de Thiago Silva et même d'Alex d'une charnière qui a prouvé aussi bien nationalement que continentalement, si j'ose dire. Voilà pour le secteur défensif. Tu avais toujours Maxwell, l'infatigable. Blaise Matuidi, qui, je pense, était titularisé.
parce qu'il ne jouera pas contre Barcelone. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre de toute façon. Verratti, qui a toujours son petit carton, etc. Match sérieux, match appliqué. Et donc au milieu, un cran devant, on avait Clément Chantôme. J'attends toujours de le voir finir un match proprement. Sans... Qui ça ? Verratti. Sans carton ? Ouais. Bon, oui, mais en même temps, si t'as pas un rouge, c'est pas non plus gênant. Tu vois. Toujours, il y a le petit geste, la petite faute, ou parfois un peu plus grosse que ça. Après, la petite faute, il a jamais pris de rouge par ailleurs pour le moment. Ouais. Et la petite faute, souvent, ce sont des fautes tactiques. Quand il y a un contre. Quand il y a des choses comme ça, c'est vrai qu'il ça se répare, je veux dire. Il est jeune. Je pense pas que ça. Enfin, dans son cas, je pense que ça se réparera. C'est pas qu'il va arrêter de faire des fautes. Je pense qu'il rendra ça un peu plus invisible. Oui, voilà. Là, il va la jouer un peu à la Thiago Motta. Voilà, exactement. Il la jouera un peu mieux quand il grandira et ça sera très bien. Voilà. En tout cas, Paris qui gagne 0-2, qui conforte encore un peu plus sa place de champion. On n'a pas parlé de Rennes qui a pas fait honnêtement pas un bon match. Certes, ils ont plus Alessandrini. Encore une fois, c'est difficile de juger des joueurs qui sont peu concernés par le match. C'est vrai, ils s'en foutent. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai surtout parlé de Paris. Gamero, c'était pas mal, même s'il est sorti. Et évidemment, il y a le but de la semaine en France et peut-être même en Europe. T'as quand même de la concurrence. Il y a le but d'Aston Villa. Oui. Non, je dis pas que c'est le plus beau, mais il sera certainement, tu sais, dans les résumés. Je sais pas, tu te souviens des Eurofoot sur Eurosport? Moi, je regardais ça ressortait toutes les semaines. T'avais les 20 plus beaux buts de la semaine en Europe. Le petit jingle vidéo de la saison prochaine. Par contre, je pense que Walid a raison dans le sens où si Lucas est laissé au repos et que Menez est titulaire, je pense que c'est quand même un signe. Ah oui. Et que Lucas sera aligné au Camp Nou. Ouais. Surtout que Menez a fait un match assez quelconque avant la 56e minute. Là, c'était clair de génie, mais il a toujours ces phases de creux où on ne voit pas du tout dans le match. Bon, là, il a fait un but exceptionnel. C'est peut-être un peu son rôle qui veut ça, mais on n'est pas là pour décrire du PSG. C'est un et match toujours un but de Zlatan qui en est à 26 buts quand même. Certes, un but anecdotique qui arrive tout à la fin. Les buts hors jeu il doit être à 24 si on compte pas. Il a un gros nez, jeu. sois pas méchant. Si on compte pas les hors-jeux, il doit en être à 24. Et si on compte les buts hors-jeu qui lui ont été refusés injustement, il doit être à 26. Quand même à noter la passe Oui, il y a la passe de Beckham aussi, voilà, qui est intéressant. En tout cas, les poursuivants, c'est Saint-Etienne qui confirme sa bonne prestation contre Evian 1-0, mais ça suffit. Pas un excellent match. Ils étaient au-dessus, mais parce que Laquet se trouve sur le but, mais pas vraiment un très très beau match. Je ne suis pas sûr que Saint-Etienne peut rester encore à cette troisième place. Ils font le job. C'est le principal quand tu joues Evian, je pense. Et le truc, c'est que vraiment, on le savait, la blessure de Clément, elle est très préjudiciable sur cette fin de saison. Très très préjudiciable. Parce que c'est pas Bodmer qui va te remplacer Clément. Non, c'est plus Bodmer qui va te remplacer Clément. En tout cas, il y a eu le carton du dimanche soir. Ça fait toujours plaisir, 5 buts le dimanche soir. Contre Lorient, une équipe de Lorient pathétique, surtout une ligne défensive pathétique de Lorient qui pourtant, en plus, il y a nombre de buts de Lille, je crois qu'il y en a 2 ou 3, où c'est des poteaux, des faux, des doubles contacts. Des buts FIFA. Voilà, mais exactement, mais normalement, il devrait avoir des défenseurs, et vraiment, il y a eu de gros problèmes. Et Lille s'est fait plaisir simplement, et je pense qu'il y a vraiment des choses à retravailler du côté de la défense hollandaise. Ça m'a fait penser au Lorient, tu sais, de la fin 2012, je crois, qui se prenait 4-0, 4-0, 4-0. Un début de match catastrophique, quoi. Voilà, ça aide pas. Mais oui, mais le truc, c'est que c'est resté tout le match, quoi. Donc voilà, ils auraient pu en mettre 6 ou 7. Ouais, mais Koné et Kolemanga, c'était vraiment. Voilà. Et Kolemanga surtout, qui est quand même à l'origine, c'est quand même le patron de la défense lorientaise. Ouais. C'est le mec le plus important, peut-être même de l'effectif, qui assurait l'équilibre. Il y avait des gros problèmes de placement. Et je pense que le truc, c'est qu'il a énormément de matchs cette saison. Et si vous vous souvenez, il s'est pété lors de la première journée. Sur Zlatan, Zlatan lui a cassé la jambe, il a eu une période d'indisponibilité assez longue. Et il n'a jamais vraiment réussi à revenir à son niveau, alors que c'est quand même un bon défenseur. Normalement, moi, je ne jugerai pas Koné parce que c'est quand même un mec assez moyen à son poste. Mais c'est vrai qu'après, tu as quand même des seconds couteaux en latéraux
ils ont eu d'énormes difficultés et voilà, c'est vrai que ce 4-4-2 revient était bien pas... là, parce que mine de rien, Lille est à 52 points, il me semble. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on a un Marseille-Lille qui fait que si Lille arrive à battre Marseille, ils peuvent revenir potentiellement à 2 points, ce qui est quand même pas rien. Ah ouais, c'est pas rien. Et c'est un peu inespéré pour les Lillois qui avaient vécu une situation des plus compliquées. Faut dire que Kalou, Payet et Rodelin, ça commence à bien marcher et à faire vraiment du mal sur les défenses françaises. Par contre, alors moi, avant de passer, petit bémol, c'est que j'ai toujours pas vu, combien même il y a 5-0, combien même Lille se bat, j'ai pas vu Marvin Martin. Martin, ouais, ça fait là. Et là, quand t'es contre ce Lorient-là, tu dois au moins qu'on te voit, et là il est toujours aussi inexistant. Alors, Martin, cette année, les titularisations, tu peux les compter sur le bout des doigts, il me semble. Ouais. De toute façon, il est pas du tout convaincant. C'est concret. Il a pas du tout franchi le palier qu'on attendait qu'il franchisse en allant à Lille. Moi, je pensais honnêtement que c'était le club qu'il lui fallait pour s'épanouir. Ouais. C'est-à-dire que tu me dis Marseille, Paris, tous ces clubs qui sont super exposés. Je voyais un Martin crouler sous la pression. Je me suis dit, Lille, justement, c'est l'intermédiaire parfait. C'est un club qui a de l'ambition, où il pourra s'exprimer, où il aura tout pour réussir. Et finalement, on se rend compte que même Lille, a priori, c'est compliqué. Donc c'est là qu'on voit quand même le gouffre entre un joueur qui joue au FC Sochaux-Montbéliard, en Franche-Comté, et un club de... De l'autre côté, t'as... on a tous commencé le duo quelque part, Rodelin, mais là, pour le coup... de l'autre côté, t'as le duo Rodelin-Payet en ailier qui monte en régime, notamment Rodelin, qui est un jeune espoir côté lillois qui est en train de monter. Et tu as évidemment Kalou qui a été très critiqué au début de saison à juste titre. Qui n'a pas fait un match parfait quand même. Qui n'a pas fait un match parfait, qui met 2 buts. Il met 2 buts, alors c'est difficile de lui en vouloir, c'est un attaquant, mais il n'empêche que... il en rate. Il rate des contrôles, il y a du déchet. Exactement, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Là ça va, c'était Lorient, on peut pas lui en vouloir, encore une fois il a marqué 2 buts, c'est son taf. Voilà, tu peux pas critiquer par nature avec qui te mais sur un autre match, on se privera pas, quoi. C'est juste ça. Fais attention Salomon, ça dépend des gens. En tout cas, ça dépend de l'accent, mais ça dépend du pays où tu es. Voilà. En tout cas, Raphaël, tu vas m'éclairer un petit peu sur cet étrange et incroyable retournement de situation, parce qu'il y a peut-être eu 5 buts pendant Lille-Lorient, mais il y en a eu 7 pour Toulouse-Nice. Ouais, et je peux te dire que j'ai morflé parce que c'était moi qui étais chargé du papier sur le match. Voilà. J'ai eu ce plaisir. On rappelle que tu es journaliste professionnel. Non. Tu fais ça en freelance. Regardez, il est trop modeste le mec, il écrit des papiers. Non mais pour le coup, c'était une vraie galère parce que 2 buts à la 90e et à la 93e, tu vois, psychologiquement, c'était pas... Est-ce que tu touches une prime pour les buts en période... non, donc t'en as qui se tapent des Sochaux-Ajaccio tout pourris où ils ont rien à faire, et t'en as d'autres qui charbonnent devant des Toulouse-Nice très plaisants, ma foi. Ouais. Donc pour en revenir au match, en fait Toulouse-Nice, si tu veux, ça avait commencé un peu de la manière forte. On a eu rapidement l'ouverture du score côté niçois. On s'est dit Nice est bien parti. Tu te dis Nice va réussir à repartir avec un résultat de Toulouse. Fallait se remettre de cette défaite contre l'OM à domicile qui leur avait quand même fait mal parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique et on commençait à avoir naître des ambitions dans ce club-là. Tout le monde en parlait, c'était un peu la hype du moment. Et Marseille les avait un peu rappelés à l'ordre en leur disant écoutez, c'est quand même nous les boss, c'est l'Olympique de Marseille, pas l'OGC Nice, calmez-vous. Et là, on s'est rendu compte que Nice avait quand même un sacré mental parce que Nice ouvre le score, mais Nice est rapidement recollé. D'ailleurs, il me semble que c'est Ben Yedder qui donne l'avantage aux Toulousains à la 20e minute ou pas loin. Non, c'est Etienne Capou. Capou et Ben Yedder couvrent le score. Voilà. Capou d'ailleurs sur un but splendide. Ouais, Capou qui revient très très bien. Il y a eu un petit monsieur qui a fait un excellent match côté niçois, c'est Botéac. Le milieu gauche des Aiglons qui a quand même rendu une très très jolie copie là. Il a inscrit un doublé, notamment un somptueux coup franc. T'as vu, il a le vocabulaire journalistique, les Aiglons, tu vois, les trucs vraiment que tu revois dans les articles. C'est bien, il est formaté. Pas faire de synonymes. Voilà, formaté, tu vois, c'est incroyable. Mais si tu t'y connais un petit peu, dans le moule, j'en fais plein quand je te fais de la première ligue chaque semaine aussi. Voilà. Ouais, exactement. Les Citizens, les Hoops. Voilà. Donc à la fin c'est ça le pire, le plus cruel pour les Toulousains, c'est qu'à la 90e ils pensent faire le plus dur en revenant à 3-3. Donc là moi c'est l'ascenseur émotionnel à ce moment-là. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, notre Ligue 1 est géniale. J'étais sur le site de Toulouse pour m'abonner au stade. Voilà. Tu vois, j'allais cliquer, tu vois. Et il était dans le panier le truc, il avait plus qu'à valider le panier. Exactement, j'avais plus qu'à valider le panier. Et là t'as ce but de Kevin Hanin à la 93e.
Donc, et puis il annule tout là. Donc déjà, c'est ce but qui te tue. En plus, c'est Kevin Hanin. Ouais. Et sous la barre, donc une vraie frappe, tu vois, un vrai but. Et bah donc là, ça m'a. L'ordinateur s'est éteint. Vive la Ligue 1. Tout a coupé. Ouais. Et non, donc pour être plus sérieux, Nice réalise quand même un bon résultat parce que Toulouse globalement a eu le monopole du ballon. Un match nul, ça aurait pas été volé quand même du côté des joueurs locaux. Et je trouve que c'est un peu dur pour eux. Après, je pense que. Voilà, Nice a quand même fait un beau match. Ils ont eu les ressources morales pour revenir à chaque fois, relever la tête. C'est quand même pas facile. Hein. Non. Surtout quand tu mènes rapidement au score comme ça, que t'es pas chez toi. À noter l'expulsion d'Hamada, Ali Hamada à la 80e minute à peu près. Hamada qui fait encore un match. Heureusement qu'il a marqué un but de la tête dans la saison. Non mais voilà, et Hamada, moi pour le coup, je suis vraiment pas convaincu. Non. Et aussi l'expulsion d'Alexis Bossetti. Moi j'ai vu les forums toulousains un peu parce que j'aime bien traîner sur les forums, vous le savez. Moi j'ai vu des perches de maître nageur là quand même. J'ai vu des mecs qui étaient heureux de l'expulsion d'Ali Hamada. C'est quand même un concept. Des Toulousains qui sont contents qu'Ali Hamada soit suspendu pour un match et qu'on ait l'autre mec, le crâne rasé là, j'ai oublié son nom. Dans les cages toulousaines. C'est un peu comme Marseille avec Caboret à une époque, ou Caboret ou Zubar, tu vois, quand il était pas là, tout le monde était un peu content. C'est un peu pareil. Voilà. T'as le même Amada pour le coup. Sauf qu'aujourd'hui t'as Prudzès en remplaçant quoi. Et que Caboret est parti. Et son collègue Boucher aussi. Voilà. Non mais Amada pour le coup, comme tu dis, je suis vraiment pas satisfait, mais voilà, si on veut retenir quelque chose de ce match, c'est que Nice réalise quand même une très belle opération et que ça les remet un peu dans la course là, à l'Europe. Là. Ils sont bien partis pour se remettre dans le bain et de toute façon c'est nécessaire s'ils veulent avoir un espoir d'ici la fin de saison parce que ça va batailler dur et qu'il y a d'autres prétendants. Ouais. En tout cas, Nice qui se fait courser juste derrière par Montpellier qui fait une belle victoire contre Valenciennes. Valenciennes c'est un petit peu l'équipe hype qui de la première partie, enfin tu sais voilà, plein de buts etc. Montpellier c'est celle qui galérait, on voit bien que ça s'est inversé et que la norme reprend un petit peu. Bastia qui étrille Brest 4-0, Brest qui s'enfonce un peu plus vers la Ligue 2. Sochaux-Ajaccio on en a parlé, Nancy qui gagne 1-0. Nancy qui gagne 3 et Nancy qui va encore peut-être se sauver. C'est la 4e victoire en 5 matchs. Il va encore avoir le président qui va chanter une chanson des années 80 histoire d'être content. Non mais attendez, à Nancy je veux bien être dur quand il faut, sauf que là il y a quand même eu un changement. Il y a quand même eu un changement. Depuis le départ de Fernandez, il y a quand même un changement de mentalité. Certes. Tu vas me dire, moi aussi, il joue pas mal. C'est vrai, le ballon tourne. Il joue déjà, il tente quelque chose. Tu vois, il tente quelque chose. Ils ont la balle, mais le truc, c'est que dès qu'avec Nancy t'as un espoir, tu sais très bien que la saison d'après, ça va être encore n'importe quoi, ça va être encore des trucs. Donc moi j'ai arrêté de croire en cette équipe. Moi, je suis pas très. Dans ce club, en l'occurrence. Ouais, dans ce club. Honnêtement, je vais pas me cacher que s'ils font un petit passage en Ligue 2, je vais pas pleurer pour autant. Et peut-être, j'aurais aimé peut-être un club comme 3, même s'il n'a pas l'ossature, s'il n'a pas le cadre pour rester en Ligue 1, nous a proposé globalement, sur toute une saison, 3 pour le coup, des choses plus intéressantes. Ils n'ont pas forcément été toujours récompensés. Que Nancy. Mais bon, après, 3 va repartir en Ligue 2. Tu sais que quand tu vas au Stade de l'Aube, tu vas pas t'emmerder. C'est vrai. Voilà. Donc bon, voilà. Ouais. Tu te remerdes pas trop aussi parce que les erreurs défensives sont vraiment présentes et qu'il y a toujours des buts à cause de ça. En tout cas, j'aimerais finir un petit peu ce tour de la Ligue 1 avec Reims qui bat sur le plus petit des scores, mais quand même, Lyon, donc le 3e du classement, dimanche à 17h. Lyon qui sortait d'une défaite 4-1 si je ne m'abuse déjà la semaine dernière. Alors qu'est-ce qui tourne pas chez Lyon là Non, il y avait une défaite entre les deux, c'était Sochaux. Exact. Il y avait eu 2 à Sochaux. Voilà, donc ça fait 3 défaites pour l'équipe qui nous semblait il y a quelques mois de ça, je vous rappelle messieurs, une équipe relativement stable parmi les cadors de cette Ligue 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Écoute, moi j'ai regardé ce match. Je dois dire premièrement que c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec le match qu'on a vu contre Sochaux. Alors j'ai pas mal de trucs à dire sur cette rencontre. Deuxièmement, la victoire de Reims, elle est méritée, mais à 100%. Et à mon avis, même le score est plutôt léger pour Lyon. C'est-à-dire ils auraient pu en prendre 2. Reims a continué à pousser tout au long du match. C'est quand même, c'est dire vraiment le match que nous a sorti Reims à domicile. Il y a un mec quand même qui ressort du lot à Reims et je pense qu'il ne restera pas très longtemps. C'est Krikoviak.
Le mec dont on se demandait en début de saison côté Reims s'il était vraiment fait pour la Ligue 1, etc. C'est quand même une des révélations de ce championnat. Et de l'autre côté, t'as Reims qui a proposé du jeu, qui a été intéressant. Glombard, qui est pas un mec... c'est Glombard, quoi, vous le connaissez. Il a posé d'énormes problèmes à Umtiti, par exemple. Puis t'as quand même le rouge de Bisevac dès la reprise qui fait fait mal aux Lyonnais. Certes, mais à côté de ça, tu vois, en première mi-temps, Lyon s'en sort très bien avec un 0-0. Tu vois, il y a une pléiade d'occasions. Reims croque comme pas mal. Et évidemment, t'as la bêtise de Milan Bisevac, qui dans un premier temps fait une faute qui se voit quand même, qui est une faute, elle existe, qui mérite pas, c'est pas une faute qui mérite un carton à mon avis, mais apparemment de ce que j'ai compris, c'est qu'il a eu des mots un peu chauds à l'égard de l'arbitre, et ça n'est pas acceptable vis-à-vis d'un mec qui est censé apporter de l'expérience. Lui a dit qu'il l'avait pas insulté directement. Bon, ouais, mais alors, si tu insultes exactement, j'allais dire, mère. s'il insultait sa mère, ça revient un peu à la même chose. C'est ça que c'est. Pour moi, je le comprends comme ça. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas, il l'a pas insulté. Moi aussi, quand il a dit ça, j'ai compris exactement la même chose. Comme quoi, il avait insulté un membre de sa famille. Non, mais peut-être qu'il l'a fait un peu dans sa barbe et qu'il n'était pas censé arriver aux oreilles. Bon, voilà, mais c'est vrai que Milan Bisevac, il aime un peu comme d'autres joueurs, il aime beaucoup aller sur Twitter et s'épancher. C'est vrai qu'il doit être un peu plus concentré sur le terrain. Côté lyonnais, défensivement, ils sont pas vernis. Il y a Bisevac. La fois d'avant, il y avait Lovren qui faisait une connerie, donc on sait pas. Entre Bisevac et Lovren, c'est un carton rouge. J'ai une petite anecdote sur Lovren. Il y a eu un sondage sur le site El Mundo Deportivo, donc en Espagne, qui demandait aux supporters, donc aux socios du Barça, quel défenseur central ils voulaient pour la saison prochaine au Barça. Et parmi une belle liste d'au moins 10 noms, c'est Lovren qui a remporté les sondages avec plus de 50% des votes. Donc oui, tu as beau me faire un... Comme quoi on a vraiment à faire des footix. Hein. Le truc, c'est que le sondage a été bidonné par des Lyonnais. Ça tournait là encore sur les forums. Et comme moi, j'avais pu m'amuser quand on était dans ma jeunesse. Ils sont à la base du centre du monde. Ils contrôlent le monde, hein, tu sais pas. Dans ma jeunesse, je m'amusais quand un mec du PSG faisait un match vraiment pourri. On s'amusait à créer des sujets pour voter pour lui sur l'homme du match. Donc, tu avais Sylvain Armand, homme du match, Zoumana Camara, homme du match. Tu as t'avais Edel Apoula, homme du match. Enfin, voilà. Là, c'est à peu près le même principe, mais c'est vrai que c'est assez marrant. Défensivement, Lyon a d'énormes difficultés. Devant, c'est la même chose. Gomis, Lopez, ça devient n'importe quoi. Voilà, il y a pas de. Lopez est plus trop investi dans le projet. Lopez, Lisandro s'en fout complètement, j'ai l'impression. Je pensais que tu parlais d'Anthony, le latéral formé à Lyon. Le mec s'en fout, et puis bon, voilà, c'est pas avec une rupture. La Casette. Avec des mecs comme Lacazette que tu vas remonter ton truc, tu vois. C'est dommage parce que Alessandro Lopez c'était quand même une des valeurs ajoutées de la Ligue 1 et ça restait un attaquant vraiment de classe. Ça a été l'un des meilleurs joueurs de notre Ligue 1. Ouais, mais je pense qu'on lui a mis des stops à Lyon, tu vois. On lui a dit à un moment donné, non, tu n'es plus le patron, tu vois. Je pense que ça date de l'année dernière. Surtout on lui a dit non, on ne fera pas de schéma de jeu juste pour toi. Et je pense que ça a été un peu le déclencheur, ce fameux antagonisme axial latéral qui lui a pas trop plu. Voilà. Bon, on l'a perdu. Mais à partir du moment où le mec est perdu, je ne comprends pas pourquoi tu ne le vends pas. Pourquoi tu n'essaies pas de t'en séparer. Parce que c'est Lisandro Lopez et que déjà que tu n'as pas énormément de joueurs confirmés. Ouais, mais tu peux acheter. Tu passes d'un de tes cadres comme ça. Oui, non, mais. Ils le feront sûrement en fin de saison. Ils ont essayé. Cet hiver, il y avait déjà des rumeurs qu'envoyaient. Ouais, mais même l'été, il fallait s'en débarrasser. Si tu sens que le mec n'est plus investi, prends les sous tant que le mec a une certaine valeur. Ils arriveront à s'en séparer pendant le mercato estival et ils arriveront à en tirer une belle plus-value. Non, une moins-value à mon avis, puisque rappelle-toi, ils l'ont acheté quand même plus de 25 millions, une somme avoisinant les 30 même. Donc non, ils vont faire une grosse moins-value là. Oulala. Grosse, je sais pas. Et s'ils le vendent de 10-15 millions, c'est déjà pas mal du tout. Hein. À mon avis, ça peut même risquer d'être en dessous de les 10, si vous voulez mon avis là-dessus. Enfin bon, voilà, Lyon n'y est plus. Garde est complètement dépassé, j'ai l'impression. Il ne comprend plus son équipe. Souvent, le sapeur-pompier côté lyonnais, c'était Aulas. Vous vous souvenez des déclarations des années précédentes. Il tweet beaucoup en ce moment. Et là, je n'ai pas le sentiment que... Tu vois, j'ai vu un peu son visage à la fin du match.
il avait l'air d'avoir du mal. Il avait vraiment l'air d'avoir du mal. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu le symptôme d'une équipe jeune. On en a parlé en fin de saison. Tu as une équipe qui est composée essentiellement de mecs venus du centre de formation, de gens de moins de 20 ans. Il y a un moment, forcément, où tu as une instabilité qui est là. Et là, Lyon en paie les fruits. Ça peut pas tenir comme ça indéfiniment. Ouais. Tu peux pas baser ton équipe sur des mecs comme Ghezal ou Lacazette qui ont à peine 20 Voilà, j'allais piges. dire aussi Ghezal. Enfin voilà, c'est pas sérieux ça. C'est pas mais sérieux. ils ont pas trop le choix. Non mais voilà, mais C'est ce que ça. je veux dire, oui, ils ont pas le choix, mais pendant un moment, Lyon était deuxième, Lyon prétendait à une place directement européenne, sauf que s'ils la veulent, cette place, va falloir quand même aller la chercher, parce que même si Marseille, il n'y a pas forcément des qualités énormes, t'as des hommes sur le terrain, t'as des joueurs confirmés qui connaissent leur métier, ou plus ou moins en tout cas, Qui sont qui ont de qui ont l'expérience des en Ligue profils 1, cohérents. voilà, qui ont entre des eux. profils cohérents et qui ont un vrai, si tu veux, un vrai bagage, pas culturel, mais d'expérience en tout Oui, cas. voilà. Tu vois, ils ont une vraie expérience dans la Ligue 1, ils connaissent le truc, ils connaissent Mais les rouages normalement, du métier. Bisevac. C'est pour ça que c'est comme l'a dit. Ouais, mais voilà, tu les comptes sur les bouts des doigts, Lyon. Comme l'a dit Ola, c'est une faute professionnelle. Quand on s'appelle Milan Bisevac, quand le mec Lovren fait une connerie, bon bah tu dis c'est Lovren, il est jeune, etc. Bon voilà. Mais vis-à-vis de Bisevac, ça n'est pas acceptable d'avoir. Et je pense que ça envoie vraiment un très mauvais signe au reste du vestiaire. Ouais. En tout cas, Lyon est 4e à 53 points, ainsi que Saint-Etienne 3e. Les deux premiers sont Paris à 64 points et Marseille à 57. Derrière ce Ligue, Lille, Nice, Montpellier et Lorient. Puis le ventre mou, puis Nancy, Brest et Troyes. On va faire une petite pause musicale de 4 minutes 45 et on revient juste après. Donc Robin sera responsable. Voilà. Il assume. Donc s'il n'y a pas de parole, c'est normal. Exactement. On revient, si on en aura en plus, cette fois. On revient dans 4 minutes donc avec le Tour d'Europe et le petit bonus Ligue des Champions. À tout de suite. Après la musique de Zelda.
to show. Radio Rail. Allez, on enchaîne vite, messieurs. La radio étudiante. Tandis que Walid nous fait un petit big up, c'est très gentil de ta part, Walid. Eh ben messieurs, on va commencer par l'Angleterre. Si, exactement. Si, on commence par l'Espagne. On va commencer par l'Espagne au début. Vamos. Voilà. Vamos a la playa, señor Zorro. Voilà, petit détour pour nos amis de la classe américaine. En tout cas, merci de finir mes fins de phrase, Walid. En tout cas, Barcelone et Madrid qui font le taf. Avant la Champions League. Alors, ça va être bien. Ça va être vraiment c'est bon, très très bien cette fin d'émission. En tout cas, Barcelone donc qui fait la petite manita histoire de calmer les ardeurs, dire on est toujours Barcelone. Un match où Barcelone a régalé une fois encore. Je sais pas Raphaël. si vous avez, je sais pas Walid si t'as pu suivre, si t'as eu la chance de suivre oui, le match. Oui, j'ai vu que le résumé. Ils ont mis Fabregas a fait un gros match, je crois. Ouais, Fabregas a fait un gros match, ça confirme un peu ça confirme un peu l'idée que Fabregas est meilleur quand il y a pas Messi parce qu'il a cette liberté de dézonner, ce que Messi fait en fait constamment, mais ce que du coup, il peut pas trop faire quand il y a le petit argentin. Sauf que là du coup, il y a pas Messi, Fabregas pouvait endosser ce rôle et il l'a fait à merveille. On a vu qu'il a repris ce statut de 9,5 qu'il avait pu avoir à l'Euro. Ça s'est avéré pour cette fois-ci en tout cas très convaincant au Camp Nou. Et le Barça a été impressionnant. Je veux dire, la première mi-temps c'était une régalade. C'était, pour le coup, désolé Robin, mais c'était le Camp Nou, c'était le théâtre des rêves. Oui. C'était le vrai théâtre des rêves. Contre qui ça allait dans tous les sens. C'est vrai que pour le coup... Voilà, il faudrait quand même minorer le truc et dire que certes, Barcelone, moi encore une fois, j'ai vu que un large résumé. Parce que voilà, quand tu connais les résultats à l'avance, le football c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle. Voilà, et donc là j'étais convaincu du résultat, mais si j'avais ma maison, ma famille, mon chien à parier, j'aurais mis là-dessus. Voilà, c'est contre le dernier du championnat, à savoir le Real Mallorca. Il n'y avait pas Messi, tout le monde était au repos. Enfin voilà, c'était les journées portes ouvertes, tu vois, quand tu veux montrer une belle image, tout le monde est content. Mais ils l'ont fait. Je peux te dire que la première mi-temps, quoi qu'on en dise, ils ont été impressionnants de facilité. Le Barça a déroulé. Offensivement, il y avait une vraie efficacité devant le but. C'était tranchant. C'était du très beau football. On peut pas remettre en cause leur réalisme. On l'a bien vu contre Paris mardi dernier. Donc, non mais voilà, il y a eu une vraie efficacité. Ils sont ultra réalistes. Ils ont été très bons jusqu'à la 48e où ils sont rentrés de la deuxième à la mi-temps. Il y avait déjà 4-0, il me semble. Et quand au moment de revenir sur la pelouse, Fabregas s'est dit on va mettre un petit cinquième. Il a marqué au bout d'une minute ou deux. Et après, après ça a déroulé tranquillement, 5-0. Et il y a quand même un événement ça, avec l'entrée d'Abidal. J'ai oublié ça. Il y a eu quand même le retour d'Eric Abidal, qui était un moment quand même très émouvant. C'était à 69 minutes. Sortez les mouchoirs. Il a joué une petite vingtaine de minutes et c'était quand même assez spécial. On a senti que dans le stade, il y avait une véritable atmosphère assez particulière. C'est pour ça qu'on aime le football. Enfin, moi personnellement, quand je vois ces trucs-là, on nous parle beaucoup d'autres sports, etc. On tape énormément sur le football. Mais il y a quand même des trucs qu'on voit dans le football que je ne sais pas si on peut les voir, des scènes comme ça ailleurs. Et ma foi, voilà, c'est très bien que notre ami Abidal Eric Abidal soit de retour. 90 000 personnes qui se lèvent pour je ne sais pas s'il y avait 90 000 personnes ce soir-là contre le dernier du championnat. Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait pas mal de monde. Il y avait pas mal de monde. Quand il n'y a pas de fans, il y a des spectateurs. Et quand il n'y a pas de spectateurs, il y a des touristes. Exactement. Voilà, il y a tout le temps des touristes. C'est pas Marcel Picot, voilà. Donc voilà, personnellement j'ai pas grand chose à ajouter d'autre. Le gros truc c'est, et peut-être que ça va, quand on parlera Ligue des Champions, ça va inciter Tito Villanova à ne pas aligner Messi en se disant Fabregas, peut-être que Fabregas est suffisant pour jouer le même rôle. Moi je vois bien Messi débuter sur le banc et rentrer en cas de galère. Voilà. Si le Barça commence à voir qu'il y a certaines difficultés. C'est pour ça que l'intérêt de garder un 0-0 très longtemps pour Paris, ça serait une bonne chose. Même c'est ce que tout le monde veut faire face au Barça, mais c'est ce qui est très compliqué aussi. On l'a vu au match aller d'ailleurs.
En tout cas, côté Real Madrid, ça suit avec un but quand même. Mais bon, un beau petit 5-1 quand même avec l'entrée de Mesut Özil qui a visiblement dynamité les Madrilènes. Ah oui. Un superbe but de Gonzalo Higuaín aussi. Ouais, une très très belle. D'aller le regarder. Une très très belle retournée. En tout cas, le Real Madrid qui fait le taf dans ce championnat d'Espagne. L'Atlético Madrid, quant à lui, je sais plus quel résultat il a fait l'Atlético. Il a fait 0-0 contre Retafe. Voilà, excusez-moi, petit problème technique. En tout cas, ce qui fait que Barcelone a gagné aussi le championnat avec le Bayern, 78 points. Real Madrid 65 et Atlético 62. Derrière un gouffre et derrière un autre gouffre avec à la fin Deportivo La Corogne, Celta Vigo et Real Mallorca. Tu nous tends une perche pour aller outre-Rhin, là, c'est ça ? Exactement. Et alors, outre-Rhin, on passe par l'Angleterre d'habitude. Bah ouais, mais là t'as parlé du Bayern. La perche, ça m'a donné envie de boire. Allez, le Bayern. La bière allez, les Carcoffels, c'est parti. 28e journée donc et le Bayern déjà champion après un match nul de Leverkusen. Non, une victoire. Non, oui, le Leverkusen a fait match nul. Dortmund a gagné 4-2. Dortmund a gagné 4-2. De toute façon, c'était facile. Si le Bayern remportait la victoire, le Bayern était champion. Ouais. Ils ont fait le travail. Ça n'a pas été facile quand même, faut le dire, sur la pelouse de Francfort. Globalement, faut pas non plus se le cacher. Le Bayern a eu la possession. On a eu une belle frappe sur le poteau de Shaqiri. Donc déjà, la présence de Shaqiri montrait qu'il faisait un peu tourner. Il y avait Ribéry qui même était si sur le Shaqiri, banc. ça reste un super joueur. Non, mais tout à fait. Mais c'est pas un numéro 1 Bien entendu. dans la hiérarchie munichoise. Poteau de Shaqiri, on a eu un penalty manqué par Alaba à la 25e. Donc il y a quand même pas mal d'occasions du côté du Bayern Munich. C'est Chouani qui a marqué. Et c'est Schweinsteiger qui a fini par marquer un but magnifique sur un centre de Lab, une superbe talonnade que je vous conseille une fois d'aller voir. Il y a eu pas mal de jolis buts ce week-end. Ouais. Et du coup, envoie le Bayern. Une talonnade comme ça et que Siani contre le Bayern qui avait fait mieux avec des champions. Mais tu rigoles, mais comme quoi. Elle était très très belle cette Madjer sur corner. Moi, je trouve effectivement le Bayern très impressionnant. Hein. Je sais pas je crois que Raphaël aussi a vu le match. Ouais. Mais même si c'est pas. Bon, enfin voilà quoi, ils ont la tête à la Ligue des Champions. Pour eux, il n'y a que la Ligue des Champions à partir de maintenant. Et ils font quand même le taf 1-0. Ils sont tranquilles. Ah, mais c'est une machine à gagner. C'est une machine. Je crois que personne ne peut les arrêter cette année. Ça va être très 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 dur. Il y a quand même quelques points compliqués. Il y a la blessure de Toni Kroos qui sera quand même un gros Jusqu'à la fin de problème. saison, c'est mort. Grosse blessure. Robben, depuis le début de la saison, c'est pas. c'est Robben. Grosse blessure. Oui, j'ai compris. J'ai pas relevé parce que c'était mauvais. J'ai pas relevé. J'ai préféré Parce que... comme Toni Kroos. Oui, coup de Kroos. Il y en a plein des trucs. Voilà. Et aussi Ribéry, c'est pas non plus génial. Hein. Bon, j'essaie de sauver cette émission. Moi, je sais pas. Hein. Oui, non, bien sûr. Mais t'as raison. Déjà Ribéry en Ligue des Champions, il avait pas fait un super match face à la Juve. Il est pas aussi tranchant que Jean-Charles Sabatier voudrait nous faire croire. Ça y est, et puis même Robben, je vous rappelle qu'il a été pendant un moment donné sur le banc. Hein. Là, il a été titulaire. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là quand même. Ouais. Ariane Robben, on a beau tout ce qu'on veut. Ouais. J'ai quand même pas mal de difficultés à comprendre le joueur et à comprendre ce qu'il veut, un rond croix. C'est accélérer, frapper, tirer. Exactement. Voilà. Mais bon, la question qui peut se poser pour le futur du Bayern, ça serait une charnière défensive qui a quelquefois, en quelques occasions, montré quelques erreurs de placement, des erreurs d'inattention. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la jeunesse de Dante? L'année dernière, on se posait déjà la question si la défense allait pas être le point faible de ces Munichois. Au final, ils sont quand même allés jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ils ont 13 buts cette saison. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose face à Chelsea, je vous le rappelle quand même. J'ai encore... ça s'est joué à Robben. Dante fait un très bon match. Hein. La défense munichoise, c'est 13 buts encaissés cette saison en première. Oui, mais par quoi? Par peur offensive plus qu'autre chose, je trouve. J'ai trouvé des équipes allemandes un peu recroquevillées. Oui. Après, elles sont en mode victime. Quoi. Et puis il faut dire que la meilleure défense du Bayern, c'est son milieu. C'est les pressings de Luis Gustavo, de Schweinsteiger, etc. Et Javi Martinez. Ils ont la solution par ailleurs, s'ils ont le problème, de faire reculer Javi Martinez, qui jouait défenseur. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur-là à ce poste. D'ailleurs, je pensais que quand ils l'ont recruté, il allait le faire jouer défenseur. Bon, après ça n'a pas été leur choix, mais Jupp Heynckes a décidé de le faire jouer au milieu terrain. Ma foi, ça marche très bien. Donc voilà, je ne sais pas qui va pouvoir les arrêter en Europe.
Moi, sur toute la campagne européenne, ils sont ultra impressionnants. C'est les plus impressionnants, il faut le dire. Plus impressionnants que le Barça. Ils ont l'occasion de vraiment asseoir leur condition de favori et la peur d'installer la peur s'ils vont chercher une vraie victoire à la Juventus à Turin. Mais le problème, c'est quand tu regardes. Alors c'est toujours le problème de ce genre de dicton, tu vois, de conclusion un peu bidon qu'on fait avec les années de Coupe d'Europe. C'est souvent les équipes qui ont dominé les huitièmes et les quarts ne sont pas les équipes qu'on retrouve en vainqueur final. Je sais pas, c'est un truc qui apparaît très souvent. Est-ce que vous auriez dit, par exemple, Chelsea, après le match contre Naples, allait gagner la Ligue des Champions? Certainement pas. Certainement pas. Et c'est toujours le risque du Bayern, surtout que le Bayern est un peu familier du genre. Quand vous regardez l'année dernière, tout le monde annonçait également le Bayern. Ça n'a pas été le cas. Il faut se méfier de Barcelone, qui a perdu contre 2-0 contre Milan et qui fait 2-2 là contre le PSG, qui fait pas un des huitièmes et des quarts étincelants. C'est peut-être les champions commencent en quart pour le Barça. C'est peut-être un signe, c'est vrai. Ouais. En tout cas, 23e titre de champion pour le Bayern. 23e titre. Je croyais qu'ils en avaient plus, tu vois, comme quoi. C'est déjà pas mal. Ah oui, non, c'est énorme. Hein. Oui, c'est vrai que quand tu compares à l'Écosse, il me semble que Glasgow en ont 53. Oui, mais bon. Mais c'est à sens unique aussi en Écosse. Il y a 2 clubs, quoi. Ah, mais Aberdeen et. Après, c'est 23 de Bundesliga en 50 ans aussi. Faut voir ça. Ça fait presque un an sur 2. Ah, exact. Voilà, je croyais que c'était plus. La Bundesliga était plus. C'est une stat Radio Rec, ça. Je viens de la trouver. C'est pour vous. Elle est tamponnée. Exactement. Elle est certifiée, on la garde pour nous, celle-là. Exactement. En tout cas, on va faire un petit détour aussi par l'Italie, tiens. Ah, Italia. Avec la Juventus qui s'impose 2-1 à Pescara grâce à un doublé tout en slip de Vucinic, qui a refait sa célébration slip. Pour qui j'adorais déjà. Voilà, il avait déjà fait, je crois, avec l'équipe du Monténégro. Voilà, avec la Roma à l'époque. Vucinic, c'est un joueur que j'aime bien et c'est un joueur dont j'ai toujours aimé les grands slips blancs. D'ailleurs, beaucoup de monde s'était posé la question de savoir pourquoi il n'était pas aligné. C'était une erreur. Et d'ailleurs, Antonio Conte, à la fin du match contre Pescara, a dit Vucinic a fait un mauvais match en marquant 2 buts. Alors, ça me laisse pantois. Est-ce que c'est un coup de vanne? Est-ce que c'est un coup pour motiver son joueur? Il a raté, oui, il y a ça. C'est une très bonne analyse. Il y a ça, parce que je pense qu'il va le faire jouer. J'en suis convaincu qu'il va le faire jouer. 2 buts, c'est histoire de dire 2 buts, c'est pas assez. Mais contre c'est le Bayern, pour le piquer au vif. Surtout que Pescara, qui est dernier du championnat ou avant-dernier, je sais plus, qui est l'ancien club par ailleurs de Verratti, défensivement c'est pourri et on aurait pu s'attendre quand même à plus de buts de la part de la Juve. Son des buts qui sont arrivés tardivement. Il y avait 0-0 pendant une bonne heure de jeu jusqu'à la 73e. Et après, tu as le premier but qui vient quand même sur penalty. Ouais. Et puis derrière, t'as Vucinic qui en remet un autre dans la foulée. Après, il faut aussi signaler que c'était pas l'équipe type de la Juve. C'est vrai, ils ont fait énormément tourner en marge du match contre le Bayern. Il y avait tout de même pas une priorité. Il y avait tout de même, moi j'ai retenu quand même. Alors ça c'est vrai que il y a des modes dans le football et dans les coachings. Souvent, quand tu fais tourner avant la Ligue des Champions, je ne sais pas si tu as remarqué, tu fais tourner beaucoup les milieux, l'attaque, etc. Mais tu as une constante, c'est que tu conserves très souvent tes latéraux. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il y avait toujours... par exemple, il y avait Lichtsteiner, il y avait quand même Bonucci, il y a Pogba, Paul Pogba, c'est fort possible. Pogba, moi, je mettrais peut-être une pièce. Il mettrait une pièce, je pense qu'il peut le faire jouer contre le Bayern. À la place, par exemple. Non, écoute, je suis pas. Il faut tenter quelque chose. Il y a un nom. Mais quand il y a quelque chose. Tu regardes le nom, t'es le premier à dire faut arrêter avec les noms, etc. Il a fait un bon match contre le Bayern ou pas? Il va tenter quelque chose. Il a fait un bon match contre le Bayern ou pas? Antonio Conte est obligé de faire un pari. Non, bien sûr. C'est un cadre. Il est obligé de faire un pari. Ou alors, il est obligé de tenter quelque chose. Tu fais quoi? Tu mets Pogba à 19 ans qui te fait un match de merde contre le Bayern et qui est découpé le lendemain dans la presse? Il faut tenter quelque chose. Il y a des joueurs qui ont été super jeunes, qui ont été mis, qui on a donné leur chance. Pas au détriment de Pirlo. Il faut tenter quelque chose. Moi, j'adore Andrea Pirlo. Écoute, c'est un joueur que j'aime depuis presque 10 ans. Jusqu'à ses 41 ans. C'est un mec que j'ai toujours adoré, que je suis depuis très 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 longtemps. Mais à un moment donné, quand tu es mené 2-0, tu as 2 buts de retard, tu es dans l'obligation de faire des choix. Donc Vucinic, oui.
Pogba, c'est possible. Vidal sera évidemment aligné. Vidal, je crois que c'est 23 titularisations sur 24 matchs ou 22 sur 23. Oui, et puis il est tellement bon. C'est, je crois, vraiment un des mecs les plus importants côté Juventus. Donc voilà. Voilà pour ce match, et puis on verra contre le Bayern. Il y avait un autre beau match en Italie, c'est Fiorentina AC Milan. La AC Milan qui gagne 2-0. Mais c'est un match un peu étrange. Bizarre, c'est ce que j'allais dire. Très bizarre, avec des pénaltys non sifflés. C'est ce que j'allais dire. Vraiment un arbitrage. Alors c'est monsieur Tagliavento, Paolo. Il a reçu des montres avant le match. Enfin voilà, vous avez compris. Il n'y a rien à comprendre de ce qu'il nous a fait. Il a complètement foutu en l'air le match, même s'il y avait des bonnes choses. Il y a eu des cartons rouges, on ne sait pas trop pourquoi. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que dès qu'il y a des erreurs comme ça d'arbitrage flagrante en Italie, on se pose du coup la question de savoir s'il y a eu malversation ou pas. Mais en même temps, ils l'ont cherché, c'est un peu nos amis italiens. Je veux dire, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Enfin bref. Voilà, de partout. Que dire sur un match très bizarre, peut-être un des matchs les plus bizarres mais qui n'était pas déplaisant. Qui n'était pas déplaisant parce que aussi il était bizarre, débridé. Voilà, c'était n'importe quoi. Et finalement, les deux équipes repartent avec un point. C'est un mal pour un bien pour les deux équipes, parce que les deux équipes peuvent se dire ah ouais, mais avec un mec comme ça au sifflet, on aurait pu se faire avoir des deux côtés. Donc voilà, la Fiorentina a eu 2 pénaltys. 2 pénaltys, il y en a un qui n'y a absolument pas et l'autre qui est très 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 discutable. Un carton rouge, c'est Tomovic côté Fiorentina qui n'existe pas. C'est parti un peu n'importe comment, vraiment ce match, je sais pas trop. Il y a quand même à noter le but de Matteo Flamini. Oui. Matteo Flamini. Comme quoi, c'est fou, il existe encore. Il est vivant. Tu vois, c'est comme une bête, tu penses qu'elle est morte, et puis tu vois, il se réveille, il fait un petit. Ça donne un petit coup de patte. Puis non, c'est fini. Je suis lent. Et puis après, voilà, il va repartir. Exactement. Voilà pour notre ami Matteo Flamini. De partout donc sur ce match, je pense qu'on peut avancer éventuellement. Naples qui gagne 2-0 contre le Genoa, et l'Inter de Milan qui se fait rattraper 4-3 contre Bergame. Dans un match encore une fois. Un match aussi bizarre qui a été marqué, le tournant, c'est la dernière minute, dernière action. C'est le raté incroyable de Ranocchia, qui a un raté. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai éteint la télévision parce que. Le but grand ouvert, voilà, et pourtant c'est un bon joueur, il n'y a rien à dire, mais voilà, un match décousu, et l'Inter ne peut s'en prendre qu'elle-même. Elle a encaissé 4 buts. Ranocchia, c'était, je me souviens, un mec qui avait quand même une sacrée valeur il y a 1 ou 2 ans, et là qui est en train de la perdre totalement, avec des prestations honteuses, vraiment, enfin en dessous de tout. Et puis de l'autre côté, t'as toujours ce problème offensif à l'Inter, même s'ils ont mis 3 buts. Aujourd'hui, t'as plus que Palacio. J'ai vu là dans le fil d'info, Cassano out 1 mois. Bon, tout va bien à l'Inter, c'est génial. C'est triste de voir l'Inter se perdre de saison en saison depuis le titre de Ligue des Champions. Je sais pas, en plus il n'y a pas vraiment de motif d'espoir, c'est ça le truc. Ce qui fait que la Juventus de Turin était première à 71 points, 9 points derrière, on a Naples 13. 71 points quand même. 13 points derrière Milan, et encore derrière il y a Milan qui a un trou de 6 points avec la Fiorentina, l'Inter de Milan, la Lazio de Rome et la AS Roma. J'aimerais signaler aussi un match que j'ai vu et dont j'aimerais parler rapidement. C'est Udinese-Chievo. Alors vous allez me dire un match du milieu de tableau inintéressant. J'ai quand même vu ce match. Victoire donc l'Udinese 3-1 avec un super but d'un joueur dont on ne parle pas et qui le mérite, même s'il est en sélection italienne. C'est Di Natale. Di Natale, c'est plus de 180 buts. Un sacré but. Ah oui, voilà, c'était ça dont je voulais parler, qui a mis un but absolument exceptionnel, qui fait partie des buts européens là, du week-end. Et voilà, 3-1, l'Udinese qui n'est plus aussi bonne qu'il y a 2 ans par ailleurs, mais voilà, qui se maintient. C'est encore une fois un peu triste de voir l'Udinese qui a fait une saison, une épopée européenne désastreuse, si je me souviens bien. Ouais, voilà, qui n'est même pas allé en Ligue des Champions, tour principal de la Ligue des Champions. Pour un club qui a un management particulier. Il faudra lui accorder un temps, je pense, en émission pour en parler le plus longuement. En tout cas, on finit par l'Angleterre.
de manière un petit peu inhabituelle. Voilà, chez nos amis anglais. On va commencer avec Arsenal qui gagne 2-1 et qui fait le coup de Arsenal qui, après son trou de janvier-mars, va nous faire une fin de saison canon et qui va détrôner Tottenham sur le fil, et les fans de Tottenham en ont encore gros sur la patate de ne pas finir devant leurs ennemis éhontés d'Arsenal. En tout cas, 2 buts d'un revenant qui s'appelle Rosicky et qu'on n'avait pas vu depuis son trucage phénoménal du Newcastle Arsenal, 4 partout. Tu sais, il avait été depuis ce jour-là, il avait été incriminé contre des paris, etc. Et depuis ce jour-là, il avait disparu. Alors peut-être qu'il est revenu. Il avait fait d'autres choses entre-temps quand même. Trop sporadiquement. Oui. Bon, évidemment, là, on n'est que sur un match. Mais bon, Arsenal qui revient. L'autre événement en fait de ce milieu, il y a pas mal de matchs qui se jouaient comme ça en haut de tableau. Il y avait Tottenham-Everton, le 3e contre le 6e. Et Everton qui prend très très bien donc le début de match avec un centre de Vertonghen vers Adebayor qui marque au bout de 33 secondes de jeu. Mais le problème, c'est qu'on voit bien que Tottenham a du mal un petit peu à rentrer dans le match, et on sait bien que Tottenham est un petit peu fragile. S'il y a depuis 2-3 matchs. En Europa League, déjà, contre Bâle, on avait vu quelques lacunes assez flagrantes qui ont été confirmées. Ici, et Everton revient à la marque, puis mène 2-1. Remontée de Tottenham 2-2, mais entre des équipes de milieu de tableau anglais qui se neutralisent et dont on posera encore une fois dans une prochaine émission. Mais la question du réel niveau, y a-t-il une petite baisse de ces clubs-là? Y a-t-il une neutralisation entre eux justement? Ce ne sont plus des clubs qui arrivent à titiller, ils ont tendance un petit peu à baisser le rythme, un petit peu comme toutes les équipes anglaises en ce moment. Évidemment, les deux Manchester sont en train de jouer en ce moment même, où il y a toujours 0-0 après une mi-temps plutôt équilibrée. Newcastle qui gagne 1-0 à Fulham. Queen Park Rangers qui n'arrive toujours pas à gagner, même s'il y a un super but de Loïc Rémy, ils se font revenir par Wigan. Et ce qui fait que un petit week-end évidemment, puisque les deux prétendants au titre n'ont pas gagné. Oui, on peut signaler aussi Chelsea contre Sunderland qui marque grâce à deux buts un petit peu très chanceux, a reconnu Eden Hazard notamment après le match. Ce qui donne au classement Manchester United 77 points, Manchester City 62. Derrière Chelsea, Tottenham, Arsenal et Everton se tiennent dans un mouchoir de poche. Liverpool est juste derrière. Enfin, on a Wigan, Queen Park Rangers, Reading. Messieurs, si United gagne ce match ce soir, c'est plié aussi pour l'Angleterre? Non, tu vas nous dire encore qu'il y a un suspense. Non, c'est plié. Il faut. Le retour. Mais c'est déjà plié depuis très longtemps, depuis un mois. C'est pas déjà plié dans le sens où s'il y a perte contre le second, la confrontation directe, il y a peut-être, si Manchester United s'écroule, etc., il y a peut-être moyen. Mais il n'empêche qu'en attendant, s'il y a match nul ou s'il y a victoire, je suis d'accord, l'affaire est pliée. On finit avec un petit détour Ligue des Champions. Walid, on avait parlé vendredi dernier lors de notre spécial un petit peu longuement. Voilà, on est revenu longuement. Des choses à ajouter sur ce. On vous renvoie évidemment au podcast radio-recc.fr, Podcast Corpus. Des choses à rajouter par rapport aux 2 matchs du PSG et de Barcelone ce week-end? On va pas évoquer les autres rencontres. Donc sur le match de mercredi, la grande incertitude, c'est la titularisation ou non de Léo Messi. On sait que le Barça adore les coups de bluff, ils sont coutumiers du fait, si j'ose dire, en nous annonçant des périodes d'indisponibilité longues, enfin trop longues, premièrement, et deuxièmement, ils ont une équipe, un staff médical qui arrive à remettre les joueurs en mode de marche assez, très très impressionnant. Paris s'est pris au jeu apparemment avec Thiago Silva. Oui, d'ailleurs, oui, voilà. Je pense que Thiago Silva n'était pas aligné contre Rennes. Tu fais bien de le noter parce que j'allais oublier de le dire. Bon, ça ressemble quand même à un gros coup de bluff d'Ancelotti. Parce que voilà, le mec sera évidemment là, j'ai pas de doute là-dessus. La charnière, normalement, ça sera Alex avec Thiago Silva. T'auras Maxwell, t'auras Jallet, t'auras des gens un peu comme ça à gauche à droite. Le milieu de terrain, c'est aussi la grande question avec la présence ou non de Thiago Motta. Ça va se décider au dernier moment. De toute façon, je crois qu'il a donné le groupe là d'ailleurs. Il me semble que Thiago Motta est dans le groupe. Oui, il est dans le groupe, mais est-ce qu'il sera sur le banc ou est-ce qu'il va débuter? Telle est la question.
C'était le nom d'un jeu d'ailleurs, ça. Mais... Et donc, forcément, c'est toujours compliqué, tu vois, de lancer un joueur qui n'a pas joué pendant. Moi, ce milieu sans longtemps. Matuidi m'inquiète quand même face au Barça. Parce que pour plusieurs raisons déjà, c'est qu'il va falloir, un joueur comme Matuidi était pour moi indispensable contre un milieu de terrain tel que celui des Barcelonais. Trouver un joueur de son profil, c'est-à-dire qui est capable de courir pendant 90 minutes et de suivre un mec avec les qualités défensives qu'il a. Chantôme, c'est sûr que non, mais oui, non. Ouais, mais voilà, mais tu vois, pas... Chantôme c'est quand même un cran dessous. Thiago Motta, c'est pas du tout le même registre. C'est pas le même registre. Thiago Motta, Verratti, Beckham, ça va pas courir entre les lignes. Hein. C'est pas humainement possible. Non. Donc, j'avais eu les mêmes conclusions que toi. Bon, on verra bien. Raphaël, ça me paraît très compliqué quand même pour Paris. J'aimerais ton avis, Raphaël, aussi sur outre la question Pirlo, Pogba, on la laisse de côté. Voilà, on a compris ta position. La Juventus a-t-elle moyen de revenir contre le Bayern mercredi? Moyen, oui, il y a toujours moyen. On l'a vu avec le foot. Hein. Chelsea a été champion d'Europe il y a pas si longtemps que ça. Tu les portes dans ton cœur, Chelsea. Avec les qualités qu'on connaît, il y a toujours moyen. C'est un peu la phrase un peu bête de dire ça. Mais en tout cas, quels sont ces moyens alors? C'est que la Juve a les capacités footballistiques en tout cas pour mettre en difficulté cette équipe du Bayern. Au match aller, ils ont bien été muselés. Je pense que le but à la première minute leur a mis un sacré coup sur la tête. Et il ne faut pas oublier aussi que les 2 buts viennent de 2 boulettes de Buffon dont il n'est pas vraiment coutumier du fait. Pour la première. Alors certes, la Juve peut en prendre plus en première mi-temps, mais n'empêche que Buffon est responsable sur les 2 buts. Si tant est que Buffon te sorte un grand match là pour le match retour et que la Juve soit dans un grand soir, bien sûr qu'au vu de la défense du Bayern, ils peuvent les mettre en difficulté. De là à savoir s'ils peuvent les éliminer. Ça veut dire tu mets... Je pense qu'ils peuvent. Tu n'encaisses pas de première, tu n'encaisses pas de but. Il faut surtout pas encaisser de but parce que si tu en encaisses un, c'est mort. Il faudra en mettre 4 derrière pour se qualifier. Ouais. Première condition. Deuxième condition, tu gagnes 2-0. C'est le seul truc qui me semble à peu près possible d'être fait pour la Juve. Et puis bon, tu gagnes au tir au but. Troisième solution, tu gagnes 3-0. Et la troisième solution. J'ai du mal à y croire. 3 buts, mettre 3 buts au Bayern, ça me paraît compliqué personnellement. Moi, je verrais bien une victoire 2-1 de la Juve, si vous voulez tout savoir. D'accord. Et sûr d'avoir assez de regrets pour revenir avec les dents l'année prochaine. Ouais, moi je vois bien la Juve mener 2-0, y croire quelques minutes. Et le moi, Bayern, je pensais sincèrement que, bon, après, ils ont eu un tirage, le tirage le plus compliqué qui soit quand même. Hein. Il faut pas le nier. Hein. Tomber qu'au sur Bayern ou Barça, voilà. Ça reste quand même une belle épopée. Je pense que la Juve, si elle sort là en quart, est à sa place. Il n'y a pas de scandale plus que ça. Ils prendront le temps de recruter. Le problème, c'est que c'est une belle équipe, une équipe séduisante, bien montée, mais ils n'ont pas les finances qui vont avec, je crois, leur ambition. Et il risque d'y avoir des départs, notamment en défense, dès cet été. Ils veulent recruter un grand attaquant, mais ils n'ont pas l'argent pour recruter les grands attaquants. Ouais. On enchaîne avec Malaga, Borussia Dortmund qui avait accouché d'un 0-0 intéressant. Très intéressant. Qui était donc un 0-0. Tandis qu'il y a un but pour Manchester City, un magnifique but de Milner de l'extérieur du terrain. Voilà, Milner qui fait le petit coup de golf. 1-0 pour Manchester City. L'extérieur de la surface, excuse-moi. Le terrain, ça me semblait que l'extérieur du terrain. C'est pas possible. Ça. Il peut. Ça, c'est l'émotion qui a parlé, le trop plein d'émotions qui a. Exactement. Qui a parlé, mais on sait que United adore encaisser le premier but et puis après, voilà, la tannée qui arrive. Ouais. En tout cas, voilà, on entend. Voilà, c'est Romain Guy, donc il va nous retirer. C'est pas Romain Guy, j'ai oublié son prénom. Pardon. C'est notre ami Stéphane Guy qui est au commentaire. Donc, tu peux nous retirer ça tout de suite, s'il te plaît. Bien entendu. Merci. Voilà, donc Malaga qui va se déplacer à Dortmund. Moyen pour les Espagnols de chercher quelque chose sur la Ligue des... Enfin, en tout cas, sur ce quart de Ligue des Champions. Oui, moyen. Le match aller, déjà 0-0 match aller, même si a priori tu joues sur tes terres, c'est pas forcément un très mauvais résultat. L'avantage pour eux, c'est que tant bien même qu'ils soient à l'extérieur, tout va jouer sur un match. Ouais. Ils partent vraiment... Ils sont assez bons, Malaga, à domicile quand même, hein. Mais bon, ils ont quand même 2 suspendus, j'ai oublié les noms, leur capitaine, et des suspensions très... Ouais. Excusez-moi, je fatigue un peu, j'ai des trous de mémoire. De grosses suspensions, donc.
Je sais pas trop à qui va l'avantage. Pour moi, c'est vraiment 50-50 sur ce match-là. Hein. Ouais, bah là, c'est un match où tout va jouer. Parce que tu te souviens que Porto est loin devant et tu dis impossible que Malaga revienne. Et moi d'ailleurs, je continue à penser que la meilleure des deux équipes, c'était vraiment Porto. Et puis au final, voilà, t'es jamais à l'abri d'un carton rouge, d'un fait de jeu, etc. Malaga a une campagne européenne assez chanceuse quand même, il faut le dire. Ouais. La chance peut continuer. Ouais. Surtout que tu sais que l'année prochaine, ils ne joueront pas la Ligue des Champions. Voilà, à voir. À voir. Bon, on parle pas de Galatasaray Real qui de toute façon est joué. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Messieurs, encore une bonne émission. Oh là là, moi aussi je suis fatigué. Encore une bonne émission de terminer. Je te propose de faire un petit bilan avant de partir. Un petit bilan. Le championnat anglais. Si City gagne, là, qu'est-ce que ça nous donne ? Si City gagne, évidemment qu'on voit mal. Le United. suspense est totalement relancé. Oh là là. Oh my god. Au niveau de l'écart de points en tout cas, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau de l'écart de points, ça peut évidemment, on voit mal United baisser le rythme, mais il peut y avoir quelques là, questions. Ils sont à combien là ? Ils sont à combien ? Ils sont à 15 points, ils sont à 12 points. Si City gagne, 12 points, c'est énorme, ça fait 4 matchs. Ça fait 4 matchs. Il m'a déjà coupé mon micro, hein, t'as vu, c'est la dégueulasse. censure, c'est Staline. Ah oui, Google, c'est ça. Je sais même pas si Staline aurait osé. Hein, ça, j'en suis pas sûr. Oui. Et il avait une moustache qui est témoin d'une certaine faiblesse mentale assez particulière. Non, évidemment qu'United va quand même chercher le titre, mais ça ferait moins propre en tout cas de perdre encore une fois à domicile contre Manchester City. C'est là où oui, on mais voir... il y a toujours un honneur à sauver quand même. Voilà, oui, d'accord, mais le titre, je veux dire, ce qui compte dans les bien entendu, c'est les titres, etc. Le football, ce sont les titres uniquement les titres. Dans un futur proche, on retiendra que United a perdu 2 fois. Dans 2 ans, on aura totalement oublié que City a gagné. Dans 2 ans, United sera en crise parce que les créanciers, les financiers seront complètement pétés, alors que les Qataris rouleront toujours sur les gazodollars. Je sais même pas si c'est le Qatar à Manchester City. Non, ce sont les Émirats. Excuse-moi. En tout cas, voilà. Donc, ça sera. Même l'Émirat d'Abu Dhabi. Ça sera retenu. Peut-être que United doit un petit peu profiter de sa situation actuelle. En tout cas, mais même Abu Dhabi ne roule pas non plus sur l'or. Pour le coup, vraiment, les gens les plus riches, c'est vraiment les Qataris. Enfin, ceux qui ont le plus de sous. En tout cas, ils ont fait une bonne opération en prolongeant Yaya Touré jusqu'en 2017. Je pense que ça sera la clé du futur de Manchester City. Ouais, mais bon, si tu as une proposition à 50 millions là, qui débarque de Russie ou du Paris Saint-Germain, je sais pas si City refuse. Après, il peut y avoir un arrangement. Voilà. Messieurs, voilà, encore une bonne émission qui se termine. On se dit à la semaine prochaine. On reste sur les antennes du groupe Radio Rec chaque semaine. J'adore cette phrase. C'est bien, ne la change pas. J'adore. Je kiffe à mort. C'est génial. Les antennes du groupe Radio Rec. Bravo pour ça. Ça fait très. J'adore. Voilà. Et puis on se quitte en musique comme toujours. il est content, il est content. Bon, génial. Tu sais quoi, on va se quitter là-dessus, même pas de musique. Vas-y, rigole, on va laisser juste le rire de. Ouais, non, mais c'était génial, bravo. Tu peux être fier de toi, tu gagnes 2 bons points. 2 bons points Radio Rec.